C'est Philippe Pierre que nous accueillons, qui a autour de lui un panel de qualité. Je vais juste dire quelques petits mots pour vous présenter Philippe Pierre. Philippe Pierre est également, comme Aziz Tabouri tout à l'heure, Philippe Pierre est notre partenaire. Il travaille sur un master interculturel à l'université Paris-Dauphine. Il nous a rejoints pour travailler avec Elisabeth sur les rencontres de l'interculturel. Nous avons terminé le cycle pour cette année. Le prochain cycle reprend en septembre. Oui, en deuxième partie d'année en tout cas. Voilà, donc l'année prochaine, ce sera un nouveau cycle sur les rencontres de l'interculturel qui va s'ouvrir. Je n'en dis pas plus. Philippe, c'est à toi. Merci. Merci beaucoup Jean-Michel. Je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi et donc de poursuivre ensemble notre voyage. Et j'adresse mes remerciements bien sûr tout de suite à Jean-Michel, mais aussi à Elisabeth, parce que comme il vient de l'indiquer, on a eu le plaisir de construire ensemble avec Michel Soquet les rencontres de l'interculturel. Alors nous allons avoir le plaisir de partager autour de 3 intervenants que je vous présente sans tarder. Je vais dans un premier temps donner la parole à Patoum Bila de Roussy, qui est à mes côtés. Et le titre de son intervention sera « Innover en Afrique, retour d'expérience auprès de grands groupes français ». Puis je me tournerai vers un ami, vers quelqu'un qui est important pour moi, qui est Luc Nguyen Angelo. Et Luc Nguyen Angelo répondra avec nous à une question importante également. Existe-t-il pour une PME française un processus interculturel pour s'internationaliser en Afrique? Et ensuite, nous aurons le plaisir de me tourner également vers un ami également, un homme important pour moi aussi, Benoît Théry. Et avec Benoît, nous réfléchirons ensemble aux enjeux interculturels des investissements du Maroc en Afrique de l'Ouest. Alors sans tarder, j'ai le plaisir de vous présenter Patoum Bila de Roussy, qui est consultant, qui est titulaire d'un master en design industriel, qui a obtenu également un master de recherche en innovation conception et qui a soutenu une thèse de doctorat aux arts et métiers. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, et vraiment j'ai hâte de l'entendre et d'avoir avec vous ce partage, c'est que depuis plusieurs années, il est au sein d'un cabinet de conseil en stratégie qui se baptise Tenzing. Et Patoum développe un modèle inédit, atypique, tout à fait original, d'accompagnement des cadres dirigeants, de réflexion stratégique, jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle, jusqu'au terrain. Et c'est un spécialiste des projets de transformation. Je voudrais aussi insister sur un point qui me semble important et qui fera écho aussi à ce que nous partageons avec Jean-Michel et avec Elisabeth notamment. Il est favorable et se défend pour l'égalité des chances et l'innovation sociale en France. Sans tarder et avec grand plaisir, je donne la parole à Patoum Bila de Roussy pour une vingtaine de minutes. À toi, Patoum. Bien, merci beaucoup. Alors effectivement, je vais pas forcément m'étendre sur l'activité de conseil et plus voilà, vous faire part d'un retour d'expérience particulier voilà, avec deux de nos clients sur le continent africain. Et donc c'est vrai que rapidement je vais essayer de vous présenter finalement qu'est-ce qu'on a pu apporter, d'intéressant, de nouveau, à la fois à ces grands groupes et à la fois sur le terrain, qu'est-ce qu'on a essayé de faire. L'innovation en Afrique, alors c'est toujours un petit peu compliqué parce que l'Afrique c'est pas un pays, c'est un continent, je vous apprends rien. Et donc du coup finalement il y a autant d'innovations que de pays, que de typologie, que de territoires. Et du coup, l'innovation en Afrique, en fait, ça n'existe pas. Hein. C'est l'innovation à chaque fois dans des territoires particuliers, avec des cultures particulières. Il y a deux grandes raisons aujourd'hui on va dire, à l'expansion ou à l'intérêt des grands groupes pour l'Afrique. C'est la première, la forte urbanisation, hein, forcément. Et puis la deuxième, qui est aussi l'augmentation de ce qu'on va appeler la classe moyenne, qui du coup intéresse forcément des grands groupes. Dans l'essor qu'on va pouvoir avoir de nouveaux produits, de nouveaux services sur ces différents territoires. Donc, c'est pour ça que le continent africain est très regardé, on va dire, par ces grands groupes français qui veulent s'exporter. Du coup, il y a un petit peu un dilemme
Et le dilemme, c'est un petit peu celui de cette slide. C'est est-ce qu'on exporte les modèles tels qu'ils existent en Occident tels quels, ou bien est-ce qu'on en crée des nouveaux, et aussi de celui de l'impact de ces modèles tels qu'on les exporte, est-ce qu'ils sont bien adaptés, est-ce qu'ils apportent bien, est-ce qu'ils résolvent bien, entre guillemets, les problématiques sur place. Et donc, on a pu le voir, hein, c'est pas nouveau, une exportation de produits peut-être ne rencontre pas forcément les besoins ou les usages locaux, et puis face à cela, un contexte aussi dans un certain nombre de pays africains sur finalement un contexte de pauvreté. Et donc le grand groupe se pose la question finalement, est-ce qu'il peut se contenter d'intervenir sur ces continents-là simplement pour vendre des produits et des services? Est-ce qu'il n'a pas aussi un impact social à intégrer dans sa réflexion? Est-ce qu'il ne doit pas en même temps finalement et faire du business et avoir un impact social de manière un peu intrinsèque? C'est une sorte de passage obligé. On ne peut pas aller faire du business entre guillemets en Afrique sans aujourd'hui penser à et travailler en fait et investir aussi dans le développement social et territorial. Et du coup, c'est un enjeu qui est finalement pas trivial quand on s'adresse à des équipes, notamment marketing. C'est entre guillemets assez facile de prendre les produits tels qu'ils existent et tels qu'on les a conçus ici en Occident et puis de les exporter tels quels. Les stratégies marketing, hein, on segmente les clients en fonction de leur potentiel, du potentiel d'achat, du pouvoir d'achat. Et on le fait par rapport à des connaissances socioculturelles qui sont celles qu'on a par rapport à un territoire qui est l'Occident, l'Europe, les États-Unis. Et la question, c'est qui est-ce qu'on adresse finalement en exportant le modèle tel quel? On adresse des classes moyennes qui sont en fait pas la majorité du tout. Et donc si on veut innover en Afrique, en fait on doit plutôt suivre un chemin qui est plus difficile, qui est celui de repartir entre guillemets de la feuille blanche. On ne peut pas simplement exporter ses produits tels quels et ouvrir son marché, donc du coup s'adresser à plus de monde. Il faut repartir de la feuille blanche et s'adresser à la majorité de la population sur place. Et la majorité de la population sur place vit en fait avec entre 2 et 4 dollars par jour. Et du coup, il faut reconstruire complètement et les produits et les services et les prestations qu'on veut proposer. Parce que du coup, le produit tel qu'on le connaît aujourd'hui, chez nous en France par exemple, n'a juste pas d'existence possible. Donc innover en Afrique, c'est avant tout innover donc, pour cette partie de la population qu'on segmente de manière un peu vulgaire, entre guillemets, BOP, bottom of pyramid. Et du coup, il faut tout recommencer. Et la question, c'est finalement quelle méthode on propose en fait à ces grands groupes pour à la fois innover, donc arriver sur ces continents à développer des produits et services qui sont viables, qui sont intéressants et pour l'entreprise et pour le territoire. Et finalement, comment on les fait travailler. Et nous, notre travail en tant que cabinet de conseil, c'est de les aider en fait à travailler, de leur apporter des outils, des méthodes pour résoudre un petit peu cet enjeu. Du coup, la question, c'est quelle méthode, et donc c'est ce que j'essaie un petit peu de vous partager cet après-midi. Pour répondre à la question, il y a 3 enjeux qui nous ont semblé intéressants. Le premier, c'est adaptation versus imitation, c'est-à-dire l'idée, c'est effectivement de ne pas se dire on va prendre un modèle tel qu'il existe aujourd'hui, exemple agroalimentaire, et puis on va simplement le prendre tel quel et puis l'exporter et puis voir si ça marche. Mais en fait, ça marche pas. C'est-à-dire qu'il faut adapter en fait le produit aux goûts locaux. Quand on parle par exemple d'agroalimentaire, aux usages locaux, aux usages alimentaires. Et donc, il faut pas prendre un produit et l'adapter en fait, faire une sorte d'imitation, mais plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire partir des besoins, des usages sur place, et puis reconstruire un produit qui du coup est adapté. Le deuxième enjeu, incubation versus agitation. Dans le monde de la créativité et de l'innovation, on parle beaucoup, je reviens là tout juste de Viva Technology, qui est un grand événement qui a lieu en ce moment même, où c'est l'exemple parfait de l'agitation, c'est-à-dire c'est l'innovation, c'est forcément quelque chose de très rapide, il faut accélérer, c'est forcément de l'innovation très disruptive, et c'est forcément ça qui a de la valeur, et c'est forcément dans ces types d'entreprises-là qu'on doit investir, parce que du coup, il y a une forme d'accélération, et du coup, il y a une forme aussi de retour sur investissement qui est rapide. Et paradoxalement, on le voit dans des grands groupes aussi en Occident ou en France de plus en plus, dans les pratiques managériales, dans les nouveaux modes de travail, on revient à l'inverse
à moins d'accélération, on revient un petit peu à une forme de, je dirais, de lenteur. En tout cas, on favorise maintenant des nouveaux modes de management qu'on appelle un peu doux. Les soft skills, on travaille sur le savoir-être plus que sur le savoir-faire. Et donc on revient aussi à une forme d'écoute des personnalités des collaborateurs, de ce qu'ils ont envie de faire, du sens, au-delà de la performance. Et moi, ce que j'ai aimé aussi dans les pays d'Afrique que j'ai visités, donc plutôt Afrique francophone, c'est, entre guillemets, cette peut-être éloge de la lenteur, c'est pas du tout un mauvais mot, et qui finalement présente des avantages, notamment sur le processus créatif, qui demande des temps d'incubation, par exemple. Le fait d'aller d'une idée à une autre, ça aide pas forcément à être innovant. Et, le processus créatif, c'est scientifique, a besoin aussi de ces temps de lenteur, d'incubation, où on prend du recul sur les choses. Donc ça, c'est un enjeu qui moi, m'intéressait. De se dire, on va pas forcément calquer des méthodes où il faut accélérer tout de suite. Il n'y a pas une seule bonne méthode d'innovation. Et le dernier, implication versus délégation, puisqu'on va avoir aussi tendance, généralement, à déléguer en fait le développement de nouvelles infrastructures à des tiers. On va investir dans des organismes tiers, entre guillemets, pour s'occuper effectivement du développement de territoires. Ça se passe même chez nous en France, dans le développement des régions. Et donc la question de finalement implication versus délégation, c'est-à-dire en fait ne pas faire à la place mais faire avec. Et quand nous on accompagne des équipes sur place, c'est pas les équipes, ici par exemple c'était un travail avec une grande banque française, c'est pas les équipes du siège qu'on amène sur place, c'est les équipes sur place qu'on coach et qu'on accompagne, et c'est elles qui font avec leurs compétences, avec leur savoir-faire. On n'apporte que la méthode, mais on part du principe que si c'est pas elles qui sont dans la conception, dans l'imagination, elles seront pas non plus dans la mise en œuvre en fait, elles seront pas impliquées dans la mise en œuvre. Or les bonnes idées c'est intéressant, mais si elles restent dans un placard, c'est pas très efficace. Du coup, la méthode que vous connaissez peut-être, qui est une méthode pour le coup qui nous vient des États-Unis, paraît-il, qu'on appelle le design thinking, qui est né dans les années 80-90 à Stanford, popularisé par une agence qui s'appelait IDEO. Et le design thinking consiste à dire qu'on va en fait repartir des gens. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on va repartir en fait d'approches qu'on pourrait qualifier aussi d'ethnographiques. C'est rien de nouveau encore une fois, mais on aime bien dans les nouvelles modes remettre un petit peu à la sauce des choses qu'on faisait déjà. Mais donc voilà, c'est l'observation, l'empathie, l'écoute, repartir des besoins des personnes, des usages, des situations de vie, et à partir du quotidien des gens, on reconstruit derrière des produits, des services, des expériences qui vont permettre de résoudre des problèmes par exemple. Et en fait, on ne conçoit pas des solutions hors sol, on les conçoit parce qu'on a trouvé un problème et donc on répond à ce problème-là. Donc c'est un petit peu l'approche du design thinking. On va dire qu'il y a 3 grandes phases. Phase d'inspiration, une deuxième phase d'idéation, de créativité, une troisième phase d'implémentation. Inspiration, donc on se documente, on fait une phase de recherche, comme tout projet, et on le fait avec justement les utilisateurs finaux. On va les voir sur le terrain, on regarde concrètement, on vit avec eux, et donc on s'inspire, non pas simplement d'études aussi un petit peu externes, papier, qui sont déjà synthétisées, mais on s'inspire de l'expérience réelle, du quotidien, du vécu. Quand on part dans la génération de nouvelles idées, on le fait aussi avec eux, parce qu'eux aussi ont des bonnes idées, et c'est important de les garder, de garder les gens pour qui on travaille, pour qui les produits ou les services sont destinés, on co-crée avec eux, on appelle ça la co-création. Et puis quand on est dans l'implémentation, on prototype les solutions dans un état qui n'est pas forcément définitif, mais qui nous permet de faire du test, qui nous permet de faire de l'expérimentation à moindre coût et à moindre délai. Et du coup, de manière itérative, on s'assure finalement que la solution qu'on propose est bien la bonne, et puis on réajuste si c'est pas la bonne. Et on fait ça avec des ressources réduites. Comme ça, on s'assure aussi de ne pas mettre des investissements colossaux dans des produits qui finalement peut-être sont amenés à ne pas marcher. Donc voilà un petit peu cette approche, et cette approche qu'on diffuse, et je vais essayer de vous l'expliciter un peu à travers quelques exemples. Quels sont les grands intérêts donc par rapport aux 3 enjeux que je vous ai soulevés et aux 3 phases de la méthode? Ce sont ceux-ci. C'est l'idée qu'on va se nourrir des spécificités culturelles locales
pour innover justement, pour apporter à un moment donné une valeur qui est attendue par les personnes qui vivent dans ce territoire ou dans ces groupes sociaux. On utilise la créativité parce qu'effectivement on n'est pas dans simplement l'imitation de modèles, hein. On a connu ça, hein. On imite purement et simplement des modèles parce qu'on pense qu'ils marchent, en oubliant que le contexte fait que tous les paramètres changent. Donc la créativité, elle est là aussi pour nous aider à construire des nouveaux modèles adaptés à des territoires africains. Et évidemment, dans cette partie d'implémentation, et on l'a dit tout à l'heure, impliqué versus délégué, voilà, c'est l'idée de faire avec et pas à la place d'eux, et donc d'impliquer les acteurs locaux dans cette transformation, parce qu'après, derrière, c'est eux qui vont la porter. On n'a pas vocation à rester là, en fait. Voilà. Alors, quelques exemples, notamment, donc, si je reprends un petit peu cette fameuse phase d'inspiration, dans la première phase de la démarche. Donc nous, on a travaillé sur un produit alimentaire à destination donc, des populations à très faible revenu. Et donc, on ne peut pas simplement prendre, donc, par exemple, un produit de goûter pour les enfants. On ne peut pas simplement prendre ce qui existe dans nos rayonnages et puis se dire, tiens, on va aller les tester sur place. Il faut qu'on parte de leurs besoins, de leur façon de vivre. Est-ce que le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, ça existe ? Peut-être pas. Est-ce que c'est les mêmes horaires ? Est-ce que c'est les mêmes besoins ? Est-ce que les enfants partent à l'école le ventre vide ou le ventre plein ? Est-ce qu'ils achètent en route ? Enfin voilà, concrètement, comment ils vivent ? Donc on a fait tout simplement un travail ethnographique sur le terrain, comme vous pouvez le voir là sur les photos, c'est-à-dire qu'on va en fait taper à la porte des familles, puis on va leur demander comment ils vivent, et puis on accompagne les enfants à l'école aussi, sur le chemin de l'école, on regarde finalement, donc on se lève à 4h du matin, et puis on va chez eux, et puis on prend le petit-déj avec eux, et puis on regarde, puis on mange ce qu'ils mangent aussi, c'est important. Là, ce qui est intéressant sur la photo, c'est le triptyque. Je ne sais pas si j'ai un laser. Oui, j'ai un laser. Ici, donc, c'est une personne qui est un relais local. C'est-à-dire qu'en fait, si moi je vais sur place sur le terrain, je ne vais pas obtenir grand-chose. Donc en fait, on construit une sorte de dispositif où voilà, on est deux. Et donc on crée un triptyque avec ce correspondant local sur le terrain qui en fait connaît très bien les villages dans lesquels on va, en fait même les familles dans lesquelles on va. C'est pas forcément qu'il joue un rôle d'interprète ou de traducteur, mais il joue plus un rôle de réassurance en fait. Tout simplement de dire voilà, c'est pas un étranger, et puis c'est pas quelqu'un qui vous veut du mal aussi. On est allé dans des villages où les gens avaient peur parce qu'ils pensaient qu'on faisait un recensement pour les campagnes de nutrition de l'ANU. Et c'est rigolo, mais en fait, c'est une vraie crainte. C'est une vraie crainte, et du coup, non, on leur explique qu'on essayait au contraire de comprendre leurs besoins pour justement leur apporter des produits qui leur soient adaptés. Donc c'était intéressant. Et donc voilà, donc on crée ce triptyque-là qui, à la fois, nous aide aussi, nous, parce qu'on ne comprend pas tout. Avec notre référentiel culturel occidental, on ne comprend pas tout ce qu'on nous dit. Et donc, ce triptyque aide, en fait, à... Voilà, ça prend du temps, hein, c'est une relation de confiance, en fait, qu'on essaie de tisser, et qui, du coup, en fait, libère la parole. Et c'est ça qui est important, parce que si on fait une enquête un peu traditionnelle, mais ça existe aussi chez nous, hein, les sondages, notamment quantitatifs, mais on n'arrive pas à avoir un matériau intéressant avec une granularité intéressante. On a des réponses, les fameuses questions ouvertes, questions fermées. Donc là, l'idée, c'est qu'on tisse petit à petit, en fonction de ce qu'on nous dit, des questions qui peut-être n'étaient pas présupposées en amont. Et du coup, on arrive à comprendre quels sont les besoins latents, c'est-à-dire au-delà de ce qu'on nous dit, quels sont les besoins réels, en fait, que derrière, on arrive à traduire. Et donc voilà, donc il y a une forme d'expertise de la méthode, d'expertise du terrain, et puis d'expertise donc, dans les utilisateurs, futurs utilisateurs qu'on va voir, qui est leur expertise de vie en fait. Et donc voilà, donc on a regardé comment ils cuisinaient, comment on s'assoit avec les familles, on mange évidemment avec eux. Et donc voilà, et donc on expérimente. Donc c'est un mélange entre ce qu'on nous dit, ce qu'on voit, parce que les gens font pas toujours ce qu'ils disent. Donc c'est intéressant de voir le delta aussi, et de comprendre du coup, par exemple, dans les interactions sociales, effectivement, entre ce qui est dit et ce qui est fait, on peut comprendre du coup voilà, une forme de fluidité, et puis on expérimente soi-même. Donc quand on nous dit quelque chose, quand on expérience nous-mêmes, on se fait aussi notre avis, et donc ça nous aide à comparer, à objectiver en fait, parce que notre idée c'est de s'assurer en fait de repérer le bon matériau. Donc voilà, alors du coup j'ai fait l'erreur, voilà, hop. Donc c'est des exemples comme ceux-là où en fait on se questionnait sur les goûts.
Et alors nous, on arrivait avec sucré, salé, acide, et puis amer. Et puis en fait, on essayait de faire décrire aux utilisateurs les goûts. Alors pour ceux qui sont de la Côte d'Ivoire, ils reconnaîtront le Placali. Et en fait, les utilisateurs qu'on allait voir, ils n'étaient pas capables en fait de verbaliser les goûts, parce qu'en fait c'est des goûts différents, c'est des goûts plus complexes. C'est pas juste sucré, salé, acide et amer. Et c'est des goûts avec des tensions, avec des opposés, beaucoup de contrastes. Et donc c'était intéressant de goûter soi-même aussi. Pareil, pour comprendre aussi à un moment donné pourquoi, c'est pas un problème de langue en fait, c'est un problème plus de sémantique et de conceptuel. C'est que du coup, ils n'ont pas l'intérêt peut-être de décrire sucré et salé par exemple. Donc ça, c'est des anecdotes comme ça où bon, le Placali à 6h du matin, c'est un peu dur, mais bon, ça fait partie du métier. C'était intéressant voilà, d'aller dans les foyers, on demandait l'autorisation de rentrer dans les cuisines, de rentrer dans les foyers. Et ça, c'est une anecdote, le frigo ouvert, débranché, mais qui sert de stockage. Et nous, c'était une question assez importante parce que le passage au stockage froid détermine énormément de choses en fait derrière dans les pratiques alimentaires et donc dans les niveaux de vie aussi. Parce que du coup, ça ne change pas simplement le produit, mais c'est la manière dont on le distribue. C'est-à-dire qu'on ne va pas tous les jours au marché, on fait du coup une seule course, on la stocke au froid. Enfin, c'est assez fondamental en fait. Et du coup, là, c'est intéressant, c'est un foyer. Donc, vous voyez, la télé, par contre, est allumée. Donc, en fait, c'est un foyer où, par exemple, ils vont acheter un frigo à un moment donné où ils vont avoir de l'argent. Et puis, à un moment donné, quand ils ont moins d'argent, ils vont plus pouvoir payer la facture d'électricité, donc ils vont débrancher le frigo. Et donc, ils vont l'utiliser en stockage. Et ça, c'est intéressant de se rendre compte aussi sur les usages et le flux financier, par exemple, qui va être fort à un moment donné, puis faible à un autre moment donné, puis repartir. Et c'est des choses, peut-être, qu'on a moins l'habitude. En tout cas, nous, on va se dire, bah non, ils ont un salaire tout le temps, et puis du coup, voilà, il y a des achats récurrents, ce genre de choses. Donc ça, c'est des anecdotes comme ça, où voilà, on est tombé sur des frigos qui étaient utilisés en stockage. Et puis, qui rejoint le principe, voilà, ce principe de faire des petites portions, en fait. De tout portionner, justement, à l'usage, à la personne, à l'achat aussi, parce qu'on peut se dire, en fait, on pourrait faire des économies à acheter en gros. Oui, mais il faut avoir l'argent pour acheter en gros. Donc du coup, c'est cette question-là qui est triviale, encore une fois, mais finalement non, qui détermine nous, quand on va revenir vers le grand groupe, lui dire tout le conditionnement derrière va être extrêmement important parce qu'il va déterminer si oui ou non le produit va être utilisé ou pas. Est-ce qu'il est portionnable? Est-ce qu'on peut justement parce que c'est en termes d'usage, culturellement, ça a donné des réflexes qui sont que même quand on va acheter en gros, quand on a plus de moyens, on va tout reportionner quand même. Parce qu'on a gardé en fait ce réflexe culturel de portionner aussi, par exemple, pour pas gaspiller. Et notamment, c'était intéressant pour les enfants, le pot de beurre. Ils préféraient l'acheter en portions pour pas que les enfants, entre guillemets, aillent dans le frigo et mangent tout le pot. Et donc c'était des choses assez intéressantes comme ça. Donc la phase d'inspiration dans le design thinking, c'est ce genre de granularité-là qu'elle amène. Et c'est cette richesse-là qui est importante à ramener parce que derrière, ça détermine tout simplement si on fait le bon choix ou le mauvais choix dans la conception d'un produit. Voilà, je me suis encore trompé. Hop. Et du coup, au final, ça nous a posé énormément de questions parce qu'on venait avec ce sujet-là qui était quel produit alimentaire on allait pouvoir proposer, mais du coup dans un souci d'industrialisation. Hein, on est un grand groupe français derrière, donc c'est comment on va apporter un standard, une standardisation, là où finalement on est reparti plutôt de cas spécifiques locaux. Et ça nous a amené une réflexion qui est finalement, qu'est-ce qu'on va amener de plus avec un produit industrialisé, standardisé, là où finalement l'intérêt, c'est justement d'aller voir la vendeuse de rue, parce qu'en fait on va voir cette vendeuse-là précisément parce que le plat est en fait très bon chez elle, et donc tout le monde va chez elle, et c'est pas lié au produit. Et puis aussi, on va la voir parce qu'en fait, elle nous fait crédit. Et donc, toutes ces choses-là nous ont dit, mais finalement, peut-être que l'enjeu, il n'est pas dans le refaire un nouveau produit, mais plutôt dans le circuit de distribution. Et finalement, il y a un grand fantasme aujourd'hui des grands groupes qui est sur cette économie de l'informel. On se dit comment, en gros, on va pouvoir mettre un pied dedans, très, très concrètement. Et en fait, c'est tellement complexe que la question n'est peut-être pas là. La question est peut-être plutôt comment je soutiens l'économie de l'informel
plutôt que comment j'en prends la place. Parce qu'en fait, ça n'a plus de sens de prendre la place, parce que du coup, on perd toute la valeur de cette économie informelle qui, du coup, a un système, un réseau on a une architecture très distribuée, qui, du coup, possède cette capacité d'adaptation au contexte, d'évolutivité très rapide. Et la valeur, elle est là, en fait. Donc voilà, ça nous a beaucoup fait réfléchir. Et notre rôle en tant que cabinet de conseil, c'est de faire réfléchir, évidemment, le grand groupe et de le faire évoluer sur ses positions aussi. Voilà. Sur la question de la créativité, donc de la phase d'idéation, ici un exemple plutôt sur le secteur bancaire. Sur le sujet, voilà, dans la phase d'idéation, notre sujet sur le territoire africain, là on était plutôt au Sénégal, enfin non, c'était panafricain en l'occurrence, c'était sur toutes les agences dans tout le territoire. Contourner les impasses technologiques, c'est-à-dire que c'est finalement se demander dans ces territoires où on peut avoir énormément de contraintes. C'est pas les mêmes réseaux d'électricité, de couverture Internet, etc. Ils n'ont pas le même passé technologique, ce qui est un inconvénient et un avantage à un moment donné aussi. Et donc, le sujet de la banque est évidemment un énorme sujet, puisque le taux de bancarisation est globalement quand même très bas. Il y a plein de choses, au taux d'alphabétisation aussi, qui du coup vient impacter cela. La relation à l'argent aussi et aux structures financières, il faut avoir confiance. La banque, l'aspect banque a une connotation entreprise ou ménage aisé aussi, par exemple. Et donc le sujet ici qu'on avait à traiter, c'était effectivement voilà, quelles innovations on peut amener dans le secteur bancaire pour amener finalement la banque à des populations voilà, qui n'ont pas forcément effectivement des grands revenus et comment on développe des nouveaux services qui font que la banque se rend utile aux personnes et est adaptée au contexte. Et c'est vrai que qu'est-ce qu'ont fait les grandes banques ? Elles ont pris le modèle de chez nous, qui est un modèle avec des agences en réseau, donc du bâtiment, et puis elles l'ont exporté tel quel, avec donc des DAB, des retraits automatiques, etc. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'en fait, le taux, par exemple, d'utilisation des cartes bleues était très faible. Le taux de destruction était très fort parce que culturellement, ça n'a pas fonctionné, ça rentrait, on ne comprenait pas l'utilité. Il fallait en plus payer des frais sur les transactions, donc ça n'avait aucun intérêt. Et puis le modèle d'agence faisait qu'en fait, les agences il y en a pas beaucoup sur le territoire. Du coup, elles sont tout le temps saturées. Du coup, on attend tout le temps. Du coup, en fait, on n'y va jamais. Donc en fait, le modèle en lui-même n'est pas bon. Et c'est pour ça que c'est développé. Alors, on le connaît beaucoup, M-Pesa, et le paiement mobile. Lui, par contre, a explosé, est une vraie réussite. Et on se dit, ah bah oui, c'est normal, c'est parce que le mobile, ça marche bien en Afrique. Mais c'est pas que ça, en fait. Pourquoi ça a fonctionné ? C'est encore une fois, c'est une innovation systémique, c'est-à-dire que ça a fonctionné effectivement parce que ce qui est très répandu, c'est pas forcément du smartphone, c'est plutôt du téléphone. Voilà, effectivement, on est toujours au format texte. Mais pourquoi ça a fonctionné aussi ? C'est parce qu'il y avait tout un réseau de distribution, vous savez aussi les crédits téléphoniques. Donc en fait, il y a un réseau très très distribué de petites échoppes qui vendent du crédit en fonction des différents opérateurs, MTN, etc. Et en fait, c'est aussi du coup, le réseau était là. Un réseau bien plus riche que celui des agences. Et donc, on a pu, en fait, c'est la concordance entre le fait que le téléphone soit très démocratisé, ce réseau d'achat en fait, de crédit soit très maille bien le territoire. Et puis le fait qu'effectivement, le taux de bancarisation soit faible, c'est ça qui a permis en fait de faire émerger ce modèle de type M-Pesa. Donc c'est pour dire que l'innovation elle émerge d'une forme de complexité à un moment donné des contraintes qui fait que on arrive à s'en sortir par un chemin entre guillemets de traverse et du coup donc nous ça nous a aidé à accompagner donc des patrons d'agences bancaires en leur disant finalement, là, on n'attend pas de vous une innovation disruptive comme on la voit à Vivatech, à Porte de Versailles. L'innovation disruptive qui porte de valeur, ça peut être des choses très simples. Et donc, effectivement, ouverture de compte par SMS. En 2 SMS, on peut ouvrir un compte. Ou effectivement, le service, mes services bancaires via menu texte. Ça peut paraître complètement bête, mais du coup, via menu texte, je peux le traduire en plein de dialectes différents.
et du coup, je peux être tout à fait accessible. Parce que sinon, si c'était que, entre guillemets, français-anglais, il y a plein de monde qui du coup sont exclus ou ont besoin qu'on leur traduise. Donc du coup, donc voilà, en fait, on a essayé de travailler des innovations plutôt en se jouant des contraintes et en montrant qu'en fait, l'innovation, c'est celle qui va se diffuser, celle qui va se démocratiser, pas forcément celle qui donne un effet waouh. Et c'était important en termes de pédagogie aussi pour les personnes qu'on coachait sur place, de leur expliquer ça. Que ce qu'ils voient, entre guillemets, au siège ou dans les médias, c'est pas forcément ça qu'on attend d'eux. Et parce que c'est pas forcément ça qui va avoir de la valeur. Et anecdote aussi, on a fait des DAB, donc des distributeurs automatiques de billets Drive, donc ça existe pour la voiture, on l'a fait adapté pour la moto par exemple. Parce qu'effectivement, vous allez au Bénin avec tous les M, et bien effectivement on pouvait s'arrêter en moto, prendre son cash et repartir. Et parce qu'il y avait tout un sujet de sécurité, d'aller au DAB tout seul. Donc on a travaillé vraiment des innovations liées au contexte et à la particularité du contexte. Et donc voilà, donc cette slide-là pour évoquer l'idée que on a beaucoup eu un rôle de réassurance en expliquant que les idées qu'ils avaient étaient très bonnes et que c'était parce que c'était des idées adaptées au contexte et c'est en ça qu'elles étaient bonnes. C'est pas parce que effectivement il y a des choses plus disruptives qui sont faites ailleurs qu'elles sont adaptées et que donc elles ont de la valeur dans le contexte. Toujours l'environnement, le contexte qui est important. Voilà, dernier point sur la partie implémentation, il y a cette idée de s'appuyer sur les leaders locaux, parce que c'est eux qui derrière mettent en œuvre, mais c'est aussi une importance de la recommandation sociale aussi. On demande à son cercle social, à ses amis, à sa famille, est-ce que ce produit est bien, est-ce qu'il n'est pas bien, si oui, pourquoi. Donc c'était important de s'appuyer à un moment donné sur le tissu local. Donc du coup sur le projet sur l'agroalimentaire, en fait on est allé chercher des blogueurs locaux sur le terrain, donc il y avait déjà à la fois une réputation, donc un cercle d'influence, et en même temps qui connaissait parfaitement le terrain. Donc on est allé à Abidjan, on a pris tous les quartiers, donc on a pris des blogueurs dans chaque quartier. On les a formés en fait, c'est-à-dire qu'on leur a d'abord donné quelque chose, on leur a d'abord donné de la méthode, et entre guillemets ce qu'on a récupéré, voilà, c'est leur expertise, et donc on a commencé avec eux à aller donc taper aux portes des familles, et puis après on les a laissés faire. Donc on les a formés pour ils puissent c'était entre guillemets un double bénéfice, c'est-à-dire ils travaillaient avec nous, mais du coup derrière ça allait leur servir aussi pour eux, pour leurs propres activités, dans ce souci d'aider à accompagner, à développer. Et donc après ils sont restés autonomes, donc on avait un blog en ligne où pendant plusieurs semaines ils allaient voir eux-mêmes des familles, nous remonter les comptes rendus d'entretien, et donc on travaillait comme ça à distance avec eux. Donc notre idée c'était de monter un dispositif comme ça qui favorise l'implémentation des solutions. C'est intéressant pour eux, c'est intéressant pour nous, on apprend tous, c'est intéressant pour le grand groupe qui du coup travaille des nouvelles solutions, mais se constitue aussi une base d'ambassadeurs sur lesquels il va pouvoir ensuite, avec lesquels il va pouvoir travailler dans la diffusion derrière pour continuer notamment une activité. Donc c'est intéressant dans les deux, c'est intéressant pour tout le monde en fait. Ça permet à tout le monde d'avoir des opportunités, voilà, de collaboration, de travail, de monter en compétences. Effectivement, il y a ce sujet de faire avec et non à la place d'eux. C'est-à-dire que nous, on était experts de la méthode. On n'était pas experts ni du contenu, ni du contexte. En fait, on était experts de strictement rien sur la partie contexte local, territoire. Et donc, c'était très important de leur expliquer que c'était eux les experts et que nous, on apportait simplement la méthode, les méthodologies de travail et donc des outils. Des outils de travail qui permettent de scénariser. Voilà, quelle pourrait être l'expérience utilisateur effectivement dans la banque de demain ou l'agence bancaire de demain. Et donc voilà, on apportait simplement ces nouveaux outils d'expression, de storytelling, qui permettaient, qui nous permettent, nous, qui sont les mêmes outils, les mêmes formations qu'on donne ici au siège des banques. C'est exactement la même formation. Et c'était leur dire ça, que finalement ils ont les mêmes outils, c'est juste le contenu qui change. Et c'est ça qui est le plus important, c'est que l'innovation, elle va être liée non pas forcément aux grands process qu'on met en place, mais vraiment au contenu et à l'adaptation des idées avec le contexte. En tout cas, c'était notre message. Voilà, conclusion. Je ne sais pas si... voilà. Conclusion, ma conclusion du coup est inverse, c'est-à-dire qu'on est allé entre guillemets diffuser beaucoup de choses, mais le sujet est plutôt l'inverse, et moi en tant qu'expert entre guillemets de ces méthodes-là de design thinking, qui du coup je les ai appliquées dans d'autres secteurs, dans d'autres contextes, et notamment ici en Occident. Et le premier, c'est que
sur la phase d'inspiration, je vais le dire un peu vulgaire, moi je galère ici à rencontrer des gens. Parce que les gens n'aiment pas. Les gens n'aiment pas parler, on n'aime pas se parler. Et en fait, sur place, c'est extrêmement facile. C'est-à-dire que c'est un contexte complètement différent où les gens sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus empathiques. Et donc, en fait, la méthode est plus efficace sur place. C'est-à-dire que la phase d'inspiration est plus efficace. On rencontre plus de monde, ils nous disent plus de choses, avec une profondeur plus importante. Donc, on a moins de filtres à enlever. Ils ont plus envie de participer. Donc, donc vraiment, on acquiert beaucoup plus de matière. Il y a plus de contraintes et on le sait, hein, la créativité naît des contraintes. Et aujourd'hui, voilà, des environnements très très contraints sont en fait des environnements très, enfin, on a beaucoup d'opportunités pour la créativité en fait. Et donc voilà, on a tendance à dire que quand il y a plein de contraintes, en fait, du coup, on va pas y arriver. Et en fait, c'est tout le contraire. Et donc c'est aussi pour ça que ces territoires que j'ai pu côtoyer là, alors, particulièrement d'Afrique francophone, finalement sont assez intéressants parce qu'en fait, il y a plein d'opportunités d'innovation qu'on a, à l'inverse, qu'on n'a pas ici. Et le dernier point, c'est celui de l'implémentation. Et quand on dit qu'on prototype, qu'on teste, qu'on expérimente, on a quand même une culture du détournement et de l'expérimentation qui est assez incroyable sur le territoire africain. Et c'est pareil, ici, c'est la croix et la bannière. On imagine toujours des investissements colossaux quand on veut tester quelque chose. Et on ne sait pas faire, en fait. On apprend aux grands groupes à essayer de faire du low cost, entre guillemets, ou en tout cas voilà, à détourner enfin, à expérimenter avec peu de moyens et avec peu de ressources. Et en fait, il y a une forme de prototypage rendu à un rang peut-être d'art ou d'ingéniosité. Moi, je trouve en Afrique, il y a une forme de culture aussi de prototypage qui, du coup, rend, encore une fois, la méthode plus performante, plus intéressante. Et moi, c'est ce que je dis aujourd'hui à mes collègues designers et dans le monde de l'innovation. C'est que finalement, là, on a un territoire qui, en fait, rend notre méthode plus efficace et plus performante, ce qui est quand même assez intéressant. Et je conclurai sur cette dernière slide qui, parce que j'ai une visée un peu, enfin, j'ai une conviction aussi, une philosophie profonde sur le fait qu'on apporte des modèles en Afrique, mais le but, c'est l'inverse. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'à Station F, donc, parce qu'on a aussi des locaux à Station F, vous savez, c'est un vaste hangar où il y a 1000 startups, et c'est extraordinaire. Et en fait, on a une startup de Station F qui s'appelle Tontine. Et bon, pour ceux qui connaissent la tontine, c'est assez drôle, parce qu'en fait, du coup, ça veut dire qu'on a inversé le modèle. C'est-à-dire que le modèle africain, en fait, revient nous inspirer et proposer en fait des services qui sont ceux dont on a envie aussi aujourd'hui. Super, ouais. Donc c'est ma conclusion. Et voilà, c'est le message. Merci beaucoup Patoum, et nous aurons la chance de revenir vers toi pour partager avec des questions. En t'écoutant Patoum, je pensais à un ami commun qui est Val Moutabazi et qui partage avec toi ce souci d'un management situé culturellement. Il n'y a pas une possibilité d'avoir un management hors sol, mais chacun de nos actes de gestion est situé en contexte. Et dans ton propos, c'était pour moi très clair, très impactant. Il y avait son travail de terrain, Val Moutabazi, depuis des années et des années. Il est enseignant à l'école de management de Lyon. Et il nous invite à penser en l'existence possible d'un modèle circulatoire africain qui privilégie la qualité du lien. Et tu as évoqué notamment la qualité de l'informel. Alors cet homme, Val Moutabazi, ami commun, c'est un lien entre nous aussi, Luc, puisque au sein de l'université de Dauphine, avec Marianne qui est ici, avec Marc, tu as participé très activement à un travail de recherche et donc tu vas nous en exposer les grandes lignes. Je vous présente à nouveau Luc Nguyen Angelo. Luc est responsable de missions de conseil et de formation dans 3 grands domaines d'expertise et j'apprends toujours beaucoup de lui dans ces 3 grands domaines. La mobilité internationale, expatriés, impatriés, cadres internationaux. La rémunération, Compensation and Benefits Management. Et également, ce qui nous anime, le management interculturel. Et je donne la parole avec grand plaisir à Luc en insistant sur un point. Il est chercheur, enseignant en ressources humaines, à la fois au sein d'écoles, le groupe IGS, on a la chance de l'avoir aussi comme intervenant à Dauphine, Proméo, mais également au sein d'organisations très contrastées, et tu insistais, Patoum, sur ce souci de la transdisciplinarité et du côté systémique des choses.
Action contre la faim, je sais ton engagement et ton action. La Banque des expatriés et Chronopost International. C'est avec un immense plaisir que je te cède la parole, Luc. Très bien, merci beaucoup Philippe. Vous savez que qu'on soit en Afrique, en Asie, en Europe, l'heure qui nous guette là, c'est le monstre de la digestion. Alors moi, ce que je vous propose, pour combattre ce monstre de la digestion, je vous propose de réfléchir ensemble à cette question-là. Existe-t-il pour une PME française un processus interculturel pour s'internationaliser en Afrique? Alors, pour répondre à cette question, je vais partager avec vous notre voyage initiatique en Afrique. Et pour ce faire, j'ai amené mon parchemin pour pas qu'on se perde, parce que le continent est vaste. Et je vais le partager avec vous. Et je vous propose de prendre juste un élément. Voilà. Et comme tout voyage qui se mérite, il y a un préparatif. Il y a des étapes. Et dans ces préparatifs, il y a des rencontres. Et dans ces rencontres, il y a des découvertes. Et on espère que, avec les préparatifs, les rencontres, les découvertes, on va vous proposer des préconisations. Et on souhaite partager avec vous quelque part aussi les limites de ce voyage et les perspectives. Est-ce que ça vous convient? Oui? Bon, on est parti. Alors, ce voyage. D'abord, ce voyage, nous avons été initiés en Afrique à Troyes. Troyes, Marc Gugo, qui lui accompagne des étudiants à l'étranger. La deuxième personne, c'est Marianne Paqueri, qui, elle, accompagne les PME, les entreprises en management interculturel. Et pour ma part, j'essaie de faciliter la mobilité à l'international et notamment l'expatriation. Nous sommes tous les trois entrepreneurs et nous avons repris nos études à Dauphine pour réfléchir à cette question. Alors, cette question, vous allez voir, la première question, c'est, vous savez, à chaque fois qu'on part un voyage, on se fait des idées de votre voyage. J'ai envie de vous poser la question, c'est quelle est votre représentation de l'Afrique? À vous. Alors, certains d'entre vous vont parler de sécurité, de politique, d'interculturel, d'infrastructure. Moi, je vous propose que pour l'ensemble des Occidentaux, on a une représentation de l'Afrique qui est celle-ci. Pour certains d'entre nous. Bon, vous avez tous reconnu le Roi Lion, Kirikou, et puis Black Panther. Alors, vous allez voir, c'est assez intéressant parce qu'on a cette représentation-là, qui est une représentation d'une représentation de l'Afrique. Mais on peut éventuellement avoir une représentation de la carte postale de l'Afrique. Mais on peut également avoir une représentation balkanisée, morcelée de l'Afrique. Ce qu'on vous propose, c'est que notre représentation de l'Afrique est la suivante. C'est une Afrique vaste, plurielle et interculturelle. Pourquoi vaste? Parce que vous avez vu que dans l'Afrique, on va pouvoir mettre la Chine, l'Inde, les États-Unis et une partie de l'Europe. Ce qui veut dire que c'est énorme. Donc, pour pouvoir partir dans ce voyage-là, pour nous, il était important de clarifier nos concepts. Et donc, on y arrive. Premier concept, qu'est-ce que c'est une PME qui s'internationalise? C'est quoi une PME? Est-ce qu'il existe une culture africaine au-delà des 54 pays? Qu'en est-il du management africain? Alors, pour répondre à ces questions, on a fait ce qu'on appelle une recherche, une étude de recherche exploratoire. Et du coup, on est parti à la rencontre de chercheurs, des auteurs. Et on s'est dit, tiens, des auteurs, qu'est-ce qu'ils nous racontent sur les PME? Qu'est-ce qu'ils racontent sur la culture africaine? Et qu'en est-il de la gestion ou le management africain? Ça, c'est notre première rencontre. Les deuxièmes rencontres, on a rencontré ce qu'on appelle des experts qui accompagnent les entreprises dans leur processus d'internationalisation. Et puis les troisièmes rencontres qu'on a fait, c'est bien sûr les entreprises. On a rencontré 3 PME. Je vous en parlerai par la suite. Les premières rencontres. Vous savez, quand on reprend les études, moi, ce que j'ai appris, je vous dire la vérité, à 40 ans, à 42 ans, j'ai appris à lire. Et je me suis remis à lire. Alors, une PME, que nous disent les auteurs? Selon Machani, Julien et Torres, une PME est avant tout un dirigeant, une personnalité. C'est-à-dire qu'il y a une relation de proximité très forte entre le dirigeant et la PME.
à tel point qu'il va marquer la culture d'entreprise de son organisation. Deuxième élément, c'est que chacune de ces PME-là vont répondre à une stratégie d'internationalisation et que cette stratégie-là passe par des étapes clés qui vont dépendre de deux éléments. Est-ce que j'ai les ressources? Est-ce que j'ai les compétences? Et surtout, Marjorie Le Serre nous a clarifié sur ce qu'on appelle les facteurs déterminants d'internationalisation. Que sont-ils? Je le donne brièvement. Mais 1, est-ce que je maîtrise la langue? 2, est-ce que j'ai les moyens techniques, informatiques et même budgétaires? 3, est-ce que par la suite, je connais le pays, etc. etc. Ça concerne les PME. La deuxième question, vous allez voir, elle est plus vaste, était plus compliquée pour moi et pour mes collègues. On s'est dit, est-ce qu'il existe une culture africaine? 54 pays, pas évident. Mais figurez-vous qu'on a découvert, grâce aux auteurs, Kandem, Hernandez, Moutabazi et Nadoulek, on parle de civilisation africaine. On parle d'identité africaine. On parlait même également avec des exemples assez concrets. Vous voyez, lorsqu'un Ivoirien rencontre un Sénégalais ou un Béninois, ils se reconnaissent dans leur identité africaine. Et avec quelques mises en vigilance, Severino et Héré nous parlent de décalage entre le regard traditionnel de l'Afrique et les réalités modernes. C'est-à-dire qu'on a toujours aussi un regard passéiste de l'Afrique qui nous propose de renouveler les éléments. Et le point que je veux parler par rapport à la culture africaine, on va être sur plutôt l'Afrique francophone. Et pour nous, indéniablement, il fallait qu'on s'intéresse à la France-Afrique, qui est bien sûr un héritage, qui peut coûter, qui peut avoir des douleurs, mais il est important pour nous de prendre en compte la France-Afrique dans l'histoire de la culture africaine. Deuxième élément qu'on voulait partager avec vous, c'est est-ce qu'il existe un management africain? Eh bien, figurez-vous, on a parlé des modèles import-export par rapport à notre collègue, donc on a essayé d'importer le management occidental. On s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Et donc, il y a eu ce qu'on appelle un bricolage du management, un bricolage ou une réappropriation ou une création d'un nouvel modèle de management. Et à ce niveau, je développerai plus tard, c'est ce qu'on appelle le modèle circulatoire du management en Afrique. Et en même temps, ce qui était assez intéressant, et quand j'écoutais mon collègue tout à l'heure, Patoum, il parlait de ce qu'on appelle les dimensions oubliées, le langage, l'oralité, la rencontre avec l'autre. Et là, il nous resitue quelque part, grâce à ce champ-là, qui est les dimensions oubliées dans le management qu'on retrouve dans l'Afrique. Donc, une fois qu'on a fait le parcours un petit peu des auteurs, on s'est dit, allez, on va aller sur le terrain, on va rencontrer les experts. Donc, on a rencontré 3 types d'experts. La CGPME, c'est une grande confédération qui regroupe toutes les PME françaises. Le CCI France International, qui accompagne les entreprises françaises à l'international. Et puis le CIAN, qui est un groupement, une association, qui regroupe à peu près 140 entreprises présentes en Afrique. Et la question qui nous interpellait, parce que du coup, on a fait ce qu'on appelle une analyse du discours, une analyse des représentations. Quels sont les conseils que vous pourriez donner à une entreprise qui s'internationalise en Afrique? Voilà. Globalement, la réponse qu'on nous donne aujourd'hui, c'est que l'Afrique aujourd'hui est au centre des rivalités mondiales. En effet, par rapport au marché qu'on a évoqué ensemble, aux intérêts, aux enjeux, l'Afrique, vous voyez, l'image de la pomme, elle représente beaucoup de choses. Le fruit défendu, le fruit en vie, bref, une convoitise assez importante en Afrique. Et là, on s'est dit, on va aller plus loin dans le terrain, on va rencontrer des PME françaises. 3 PME. La première fait et fabrique des médicaments. La deuxième produit du phytosanitaire, tout ce qui est produit un peu chimique pour les plantes. Et la troisième est un fabricant de chaussettes haut de gamme. Et vous allez dire, quel est le point commun de ces 3 PME? Je vous les donne, et vous l'avez également sur votre parchemin. C'est que ces 3 entreprises ont réussi en Afrique. Ces 3 entreprises ont un point commun où tous les dirigeants sont français. La langue de travail est le français. Ils sont présents pour le premier
dans plus de 25 pays en Afrique. Pour le deuxième, dans 28 pays. Et pour le troisième, on a fait exprès de prendre une troisième entreprise pour éviter de faire ce qu'on appelle les comparatifs entre A et B, pour trouver d'autres dimensions, si vous voulez. Et là, lui, il est présent en Tunisie. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va essayer de voir ensemble qu'est-ce qui a fait que ces entreprises-là ont réussi en Afrique. Alors, nos découvertes, avant de vous dire s'il existe un processus, le premier élément pour nous, c'était de décoder comment fonctionne une PME. Ben, une PME, c'est comme une cellule vivante. Là, je vous ai présenté l'ADN d'une PME, avec des composantes, avec un métier, avec des valeurs, avec des comportements, des attitudes. Comment la PME française se comporte? Et ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on est sur une approche interculturelle. Il était important pour nous de travailler sur la culture d'entreprise et la culture d'entreprise d'une PME. On va essayer de mettre en relation avec, qu'en est-il de cette culture d'entreprise avec l'Afrique? Et là, je partage avec vous une découverte qui m'a été vraiment révélateur, c'est le culturoscope. Vous l'aurez là, sauf que ce culturoscope-là, nous, on l'a remanié, on l'a retuné à notre manière pour comprendre l'Afrique. C'est une matrice qui va permettre non pas de donner des réponses, mais de se poser des bonnes questions ou des différentes questions de notre représentation de l'Afrique. Qu'en est-il de l'Afrique en matière de communication? Qu'en est-il de la place de l'homme face à la nature? Qu'en est-il de l'homme face à l'espace, face au temps? Qu'en est-il de l'individu dans la société? Bref, le culturoscope va nous donner quelques matrices qui vont nous permettre de nous questionner, non seulement sur nos représentations, mais également de questionner des experts qui, eux, connaissent l'Afrique. Et ça va nous permettre quelque part de dire, et j'aime bien citer ces éléments-là, c'est d'aller à la rencontre de l'intelligence de l'autre. Parce que c'est lui qui va nous révéler un petit peu la vérité des choses. Et ça, c'est la deuxième découverte. Donc on y vient. Est-ce que finalement, ces trois PME-là, comment elles ont fait pour s'internationaliser en Afrique? D'abord, il y a un dirigeant. Dans les trois cas, ce sont des dirigeants français qui ont tous une histoire spécifique avec l'Afrique. Ils ont grandi en Afrique, ils ont une culture, on va dire, liée à l'histoire avec l'Afrique, et ils ont rencontré un partenaire local. Et ce partenaire-là va lui mettre le pont entre l'Occident et l'Afrique. Il va y avoir un co-recrutement, un copilotage des deux éléments. Dans ce co-recrutement-là, va émerger, on va dire, une approche un peu plus, comme tu en as parlé tout à l'heure, une approche sociétale. L'entreprise en Afrique ne marche que si et seulement si il y a une dimension de la société par la suite. Et si la phase marche bien, l'entreprise française doit être intégrée dans la communauté sur place. Et si tout se passe bien là-dessus, parce que la vision du dirigeant français n'est pas seulement sur une vision balkanisée, mais du champ des possibles, on arrive sur une Afrique ouverte et pleine de potentialités. Voici le processus que nous avons pu faire émerger des trois PME. Quelles sont les composantes si on va aller plus loin que ça? Pour les trois PME qui ont bénéficié de la croissance à la fois de leur entreprise et des pays dans lesquels ils y sont installés, il y a eu d'abord, excusez-moi, ça bug un petit peu, un produit de qualité. Donc il ne faut pas croire qu'aujourd'hui que l'Afrique, aujourd'hui, sur un produit dans lequel, excusez-moi, à bas de gamme, ils sont en recherche d'un produit de qualité. Deux, il y a eu un copilotage et une co-construction entre les différentes entités. Trois, on est sur un projet sociétal et la parole et le temps a une importance considérable pour créer du lien en Afrique. Donc finalement, oui, nous pensons en effet qu'il y a un processus interculturel. On arrive bientôt à la fin de notre voyage. J'espère que vous n'avez pas été pris par le monstre de la digestion. Voici nos préconisations. Alors, nos préconisations elles vont avant tout pour les PME françaises dans un premier temps. Pourquoi? Savez-vous combien y a-t-il d'entreprises en France, à peu près? Vous avez une idée de chiffre? De combien on parle? Donnez-moi un chiffre. Non?
Est-ce que vous avez une idée du nombre d'entreprises qu'il y a en France? Combien? 25 000? Non, plus. Plus. 3 millions. Parmi ces 3 millions-là, 98%, 99% sont des PME. C'est ceux qui embauchent le plus. Et parmi ces PME-là, seulement moins de 4% exportent. Et parmi ces 4% que vous avez là, un nombre minoritaire de PME exportent en Afrique ou s'internationalisent en Afrique. Pourquoi? Voilà. En tant que patron de PME, vous allez voir que la culture française au niveau des PME, s'internationaliser, c'est des risques. Et là, quand vous regardez un petit peu la carte des risques qui est présentée par le ministère des Affaires étrangères, ouais, vous avez vu où c'est rouge. Sauf que c'est marrant, ça c'est une représentation des choses. Mais quand je pose la question aux gens qui sont sur place, c'est pas si risqué que ça. La notion de risque n'est pas la même, n'est pas perçue de la même manière. Alors, une des premières recommandations qu'on souhaite partager avec vous, c'est quoi à votre avis? Comment dérisquer l'Afrique? Dérisquer l'Afrique, on vous propose, et je crois que ça a été plus ou moins initié, c'est de travailler sur le lien qu'il peut y avoir entre les deux. Le lien entre un patron, un dirigeant de PME, avec une culture d'entreprise en France, comment il peut être connecté avec l'individu, le groupe, à travers des outils tels que la communication, en lien avec l'espace, la parole, les émotions, le temps. Et on est sur ce qu'on appelle les dimensions oubliées du management. À savoir, on parlait de parole, on parlait de besoin, on parlait de l'autre. Donc, premier élément qu'on voulait proposer, nous, par rapport aux PME françaises, c'est encourager l'internationalisation des PME françaises en Afrique. Mais comment on le fait? Comment on peut accompagner de manière concrète, d'accord, leurs premières étapes dans leur projet d'internationalisation? Ça veut dire que, est-ce qu'on a des médiateurs? Est-ce qu'on a des gens formés, des gens qui puissent faire le pont entre l'Afrique et la France? Et moi, j'ai une belle croyance aujourd'hui, et j'y crois beaucoup à la diaspora africaine. Deuxième élément, comment on pourrait intégrer le management interculturel dans le processus d'internationalisation des PME? Ça veut dire quoi? Avant de faire cette formation, je vous dire la vérité, le management interculturel, pour moi, c'était quoi? Un Chinois, c'est comme ça. Un Vietnamien, c'est comme ça. Un Africain, c'est comme ça. Sauf que je ne me reconnais jamais dans les définitions de ce qu'on m'a dit. Vous savez, on me dit, tiens, un Asiatique, toi, tu es comme ça. Non, moi, je ne suis pas un Asiatique, je suis désolé. Alors, il va me dire, là, ça ne va pas, là. Non, vous avez en face de vous, je vous le dis, une banane. Je suis jaune d'extérieur, d'accord? Mais à l'intérieur, je suis blanc. Toute mon éducation est ici. Donc, vous voyez, il faut aller au-delà du management interculturel dans ce sens-là, dans le sens où comment on peut questionner l'autre. Voici les 3 préconisations qu'on partage avec vous. Bon, les limites de notre voyage. Je vais vous dire quelque chose, ça va vous décevoir. On a parlé de l'Afrique, on a parlé de plein de pays. La première limite de notre voyage, c'est je ne suis pas allé en Afrique. C'est l'Afrique qui est venue à moi. Je n'ai jamais eu l'opportunité d'aller en Afrique. Donc ça, c'est une des premières limites de mon questionnement. Deuxième limite, c'est que les PME qu'on aborde, on n'en a abordé que 3 PME, ce qui est insuffisant. Troisième limite, c'est que le culturoscope que je vous ai parlé, on n'a abordé que quelques champs du culturoscope. Je pense qu'il faudrait que je fasse une thèse là-dessus. En 18 mois, on a abordé peut-être la moitié du culturoscope. Alors, pour conclure un petit peu, on parle, durant cette conférence, vous voyez, de développement de l'Afrique, de l'émergence. Moi, j'aimerais partager avec vous le rayonnement de l'Afrique. À travers quoi? Là, ici et maintenant. Faire émerger des opportunités de rencontre. Moi, j'ai beaucoup appris grâce à vous. J'ai eu plein d'éclairages entre les étudiants, les chercheurs et les praticiens. Et pour finir, on tient à remercier quand même, parce que ce voyage-là, vous savez, être initié, il faut avoir des maîtres.
Vous voulez voir qui sont mes maîtres? Voilà. Eval Moutabazi, qui était notre professeur, et Ousmane Sek, qui nous a accompagnés durant nos réflexions, notre questionnement sur l'Afrique. Je vous ai dit tout à l'heure, le rayonnement de l'Afrique, pour moi, va s'appuyer sur 3 éléments. Je pense beaucoup à l'éducation, je pense beaucoup à la mobilité à l'international, et je pense beaucoup à la diaspora africaine. Ça, c'est un clin d'œil pour les étudiants, je vous avais promis. Voilà. Ça, c'est quand j'ai démarré, en 2007, à former des jeunes responsables des ressources humaines, en 2007. En 2017, les voilà. C'est d'autres promotions. Messieurs, mesdames, je vous remercie pour votre attention. Merci Luc pour ton exposé et pour cette mémoire des maîtres qui fait plaisir. Tu as cité à plusieurs reprises un ouvrage de grande qualité, c'est L'intelligence de l'autre. Sachez, tu l'as dit, mais sachez que cet ouvrage de Martin Viellajus et de Michel Soquet est téléchargeable gratuitement sur Internet, L'intelligence de l'autre, Michel Soquet et Martin Viellajus. Et puis tu as cité aussi un autre ouvrage de Michel et Martin qui est L'intelligence interculturelle. Et dans la philosophie de Michel et de Martin, tout aussi téléchargeable gratuitement sur Internet. Et puis il y a un outil aussi que tu nous as donné à voir, qui est le Culturoscope. 60 questions à se poser avec quelqu'un qui ne nous ressemble pas. Et c'est la même chose, c'est une philosophie du don et du contre-don. Cet ouvrage est téléchargeable gratuitement sur Internet et il a fondé en partie vos travaux. Merci beaucoup pour ton intervention. Et nous allons vraiment faire continuité, faire lien, parce que j'ai le plaisir de me tourner vers Benoît. Quand j'ai connu Eval Moutabazi il y a maintenant quelques années, il y avait quelqu'un dont on lisait les écrits et qui est important pour nous, c'est Benoît. Et donc là, j'ai la chance de me trouver à ses côtés. Benoît Théry travaille dans le domaine du conseil en géopolitique des ressources humaines. C'est important de faire ce lien, je sais que tu y es très attaché. Géopolitique des ressources humaines. Et tes terrains d'action sont les entreprises internationales, mais pas seulement. L'aide publique au développement et puis également le réseau, la densité du réseau des ONG. Je voulais aussi préciser que Benoît est un homme engagé. Benoît est secrétaire général du SIETAR France. Vous connaissez évidemment le rayonnement du SIETAR à l'échelle mondiale. Et au sein de la France, tu t'attaches à développer l'éducation interculturelle, la formation et la recherche. Toujours ce triptyque dont tu nous as parlé, Luc. Et puis, je te sais aussi membre du bureau international de la FIACAT, fédération qui rassemble 30 associations nationales de lutte contre la torture et la peine de mort. Je suis très heureux, Benoît, de te céder la parole et tu vas, avec nous, éclairer notre regard sur les enjeux interculturels des investissements du Maroc dans l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup, Philippe. Je suis d'autant plus heureux de vous en parler que malheureusement, des intervenants devaient aussi intervenir sur les investissements du Maroc en Afrique de l'Ouest. Je pense que ça aurait été très complémentaire. Je ne pourrais certainement pas les remplacer, mais c'est une manière quand même d'introduire le sujet malgré leur absence. Alors, je voudrais vous parler d'abord du retour stratégique du Maroc, si on peut parler de retour, en Afrique, à la fois économique et politique. Le Maroc se considère comme un pays émergent qui a réussi en large partie des phases de son développement, notamment par des grands programmes économiques et sociaux sous Mohamed VI. Et il pense qu'il peut transférer cette expérience qu'il considère réussie à des pays davantage en développement peut-être, en Afrique subsaharienne. Il le fait de façon multiple. D'abord, sur le plan économique, par l'investissement de ce qu'on pourrait appeler le capitalisme d'État marocain, c'est-à-dire notamment la holding Société nationale d'investissement qui est contrôlée par la famille royale et qui comprend un ensemble de groupes comme Wafa Assurance, Attijari Wafa Bank, Managem, c'est le secteur minier,
une filiale commune avec Lafarge-Holcim pour les cimenteries. Et tout cela, donc, lui permet de s'implanter en Afrique de l'Ouest, mais aussi un grand groupe public, l'Office chérifien des phosphates, le Maroc étant le premier détenteur de phosphate au monde, et qui a une implantation dans 14 pays africains, dont des très grands projets, en particulier au Nigeria et en Éthiopie. On peut évoquer aussi Etisalat Al-Maghrib, Maroc Télécom, qui a repris nombre d'opérateurs téléphoniques en Afrique de l'Ouest. Et puis aussi Royal Air Maroc. Ce n'est pas un investissement à proprement parler, mais ça permet toutes les liaisons entre Casablanca et toutes les destinations d'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs. D'ailleurs, enfin, je veux dire, dans d'autres capitales africaines. C'est aussi dans leur sillage, ou quelquefois par des initiatives individuelles, nombre de PME, en particulier du bâtiment travaux publics et du commerce. Mais par ailleurs, le Maroc a multiplié des initiatives diplomatiques au cours des dernières années pour son intégration africaine. Alors, peut-être est-ce, à défaut de ses espoirs dans l'Union européenne, où il avait été 3 fois candidat, mais où il n'a pu obtenir qu'un statut d'État associé avec ce que l'on appelle le statut avancé, et ses déboires aussi au sein de l'Union du Maghreb arabe, en particulier à cause des conflits récurrents depuis l'indépendance avec l'Algérie, et manifestés surtout maintenant par l'affaire du Sahara occidental. Maintenant, depuis près de 40 ans. Enfin. Le Maroc, malgré cela, est revenu dans une Union africaine qu'il avait quittée en 1984, quand ça s'appelait l'Organisation de l'Union africaine, parce qu'une petite majorité de ses membres avait reconnu la République arabe sahraoui démocratique, ce qui avait provoqué le départ du Maroc. Le Maroc a tenu à y revenir et il a été réadmis en janvier 2017. En février 2017, il a présenté sa candidature à la CEDEAO, c'est-à-dire la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, et en juin 2017, il a reçu un accord de principe des chefs d'État pour son adhésion. Donc ces succès interviennent après une activité diplomatique intense avec plus de 50 voyages du roi dans 25 pays africains et 1 millier d'accords et de conventions avec des pays d'Afrique subsaharienne. Mais on verra que cela n'en laisse pas moins un certain nombre de questions politiques et sociales en suspens, sur lesquelles je reviendrai en dernière partie, si vous le permettez. Mais avant ça, de manière peut-être surprenante, je voudrais faire un retour de 1000 ans en arrière. Exactement. Pour expliquer cette actualité. Et Philippe Pierre donc l'évoquait, les gens du monastère. De quoi s'agit-il? L'histoire, qui est extrêmement compliquée et que je vais essayer de résumer de la façon la plus simple possible, commence en 1035 avec le pèlerinage à la Mecque d'un émir de la confédération Sanadja qui à l'époque couvrait ce qu'on pourrait appeler le Maroc occidental et la Mauritanie actuelle à peu près. Et il a fait duo, si je puis dire, avec un prédicateur du sud du Maroc pour fonder un ribat, c'est-à-dire un monastère fortifié, comme il y en avait beaucoup au Moyen-Âge, en Europe aussi d'ailleurs, installé sur le fleuve Sénégal. Et ce monastère a attiré beaucoup de nobles de tribus berbères, donc au nord du fleuve Sénégal, mais aussi a eu un certain succès dans la région,
et en particulier pour servir les ambitions du duo, le roi africain du Tekrour, donc qui est lui situé au sud du fleuve Sénégal, hein, bien du côté de ce qui est aujourd'hui le Sénégal, qui était déjà musulman, leur a accordé un contingent militaire pour satisfaire leurs ambitions. Et les gens du monastère, c'est-à-dire Al-Mourabitoun, les Almoravides en français, partent à la conquête du Maroc, et leur empire fut à l'origine d'une immense emprise qui allait à son apogée de Saragosse au nord de l'Espagne au fleuve Sénégal. Eh bien, cette histoire est toujours extrêmement présente dans la mémoire et dans la fierté sénégalaise. Par exemple, le président du Conseil supérieur islamique du Sénégal, par ailleurs ancien ambassadeur auprès du Royaume du Maroc, qui me recevait dans une superbe djellaba bleue avec des babouches marocaines, considère que ce sont des Sénégalais musulmans qui ont permis de réislamiser le Maroc il y a 1000 ans, c'est-à-dire par les soldats du royaume du Tekrour et les talibés, les étudiants en religion du Ribat. Et pour lui, c'est la source d'une parenté historique, religieuse, culturelle bien sûr, avec le Maroc, et qui se renouvelle aussi dans ses liens commerciaux, où le commerce caravanier, du sel contre l'or en particulier, est remplacé par l'attrait des Sénégalais pour des produits marocains, avec un commerce formel et informel très important. En wolof, babouche se dit maraki du Maroc. Si je reviens maintenant à une actualité religieuse plus proche des relations entre le Maroc et le Sahel, prenons l'exemple du Sénégal. Plus de 90% des Sénégalais sont musulmans et près de 90% des musulmans sénégalais adhèrent à une confrérie, dont la plus importante est la Tidjaniya. Ahmed Tidjani est né dans le Sahara algérien en 1737. Il a fait ses études théologiques à l'université d'Aqaraouline à Fès, qui était très réputée. Et en 1781, il a une expérience mystique où le prophète lui apparaît pour lui dicter sa voix, qui deviendra la Tidjaniya, qui se fonde sur une théologie très simple et très ouverte, et qui, comme beaucoup de confréries, se caractérise surtout par son rite. Par exemple, les invocations répétées à Allah, ou bien les 5 prières de la journée dites en groupe, etc. Donc, Cheikh Ahmed Tidjani installe sa zaouia, c'est-à-dire son établissement religieux et en même temps hôtelier pour accueillir ses fidèles, à Fès, où il va mourir en 1815. Mais ses successeurs assureront une extension extraordinaire à la Tidjaniya, dont on considère qu'elle rassemble aujourd'hui 350 millions de musulmans à travers le monde, et en particulier en Afrique de l'Ouest. Eh bien, aujourd'hui, si vous allez à Fès, en particulier au moment de la fête de la naissance du prophète, mais même en toute saison, vous trouverez dans la Médina de Fès, près de la porte Bab el-Zoun, une grande partie des gens qui se promènent que vous pouvez identifier comme subsahariens. Ils sont des dizaines de milliers par an, maintenant dans un tourisme organisé de part et d'autre par le Maroc ou par des pays comme le Sénégal, mais c'est aussi la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Mali, pour
faire un pèlerinage qui est considéré comme presque aussi important que celui de la Mecque, qui peut d'ailleurs le remplacer si on n'a pas les moyens d'aller à la Mecque, ou qui peut également se faire à l'occasion d'un pèlerinage à la Mecque. Et cela est soutenu naturellement par la diplomatie marocaine, dont la dimension religieuse est l'un de ses instruments. Dans cette fraternité qui est à la fois religieuse, touristique et commerciale, on s'efforce d'oublier les déboires que peuvent connaître parfois les migrants africains subsahariens au Maroc. J'y reviendrai aussi. Alors, cela a un impact sur le management marocain en Afrique de l'Ouest. Et on ne s'était pas donné le mot pourtant, mais je vais revenir quand même brièvement à Eval Moutabazi et à son modèle du management circulatoire qui a été évoqué par Philippe et par Luc, qui considère qu'il y a une grande unité culturelle du nord au sud de l'Afrique. Et j'y reviendrai aussi en termes d'enjeux politiques. Effectivement, dans nos interviews au Sénégal, on retrouve un certain nombre de traits communs au Maroc et à l'Afrique de l'Ouest quand on procède à des interviews croisées de Marocains sur les Sénégalais, par exemple, et des Sénégalais sur les Marocains. Et on va retrouver une certaine communauté de valeurs à l'appartenance au groupe, d'abord familial et villageois, au primat de la relation, au caractère hiérarchique dans la vie sociale et professionnelle, à la disponibilité du temps. Le temps ne se perd jamais s'il est occupé avec autrui, à l'acceptation de l'incertain, à l'acceptation ou même à la pratique de l'implicite, et tout cela renforcé très fortement par la solidarité musulmane que j'évoquais et qui imprègne les relations professionnelles. Bon, ces caractères, on les trouve chez les Marocains et chez les Africains de l'Ouest, peut-être d'une façon plus marquée d'ailleurs chez les Sahéliens. Par ailleurs, autre facteur de rapprochement, la langue et le droit inspirés par le colonisateur commun, donc la France en l'occurrence. Le français est souvent la langue de travail. Le droit du travail, que ce soit au Maroc ou en Afrique francophone de l'Ouest, est directement inspiré du droit français. Et même le droit commercial au sein de l'organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, dont le Maroc n'est pas membre, mais qui réunit des pays subsahariens, il est assez proche du droit français parce qu'il a été assez largement inspiré par la coopération française. Donc le Maroc s'y retrouve assez bien aussi. Par contre, j'ai trouvé à Casablanca que le directeur de ressources humaines marocain de groupes intervenant en Afrique de l'Ouest sont restés sur une approche qu'on aurait trouvée chez nos DRH il y a 15 ans en France, c'est-à-dire surtout centrés sur leurs expatriés, marocains donc là en l'occurrence, et sur leur package, plus que sur les compétences de leur personnel subsaharien. Quant au management interculturel, c'est manifestement pas leur préoccupation, soit qu'ils estiment qu'il n'y ait pas de différence culturelle, mais je pense plutôt qu'ils n'en sont pas vraiment conscients. Alors, pour conclure, cela pose quelques enjeux interculturels au niveau politique. Outre les multiples accords commerciaux et tarifaires qui ont été conclus par le Maroc avec des pays subsahariens et qui peuvent poser des problèmes de convergence avec la CEDEAO, pour s'en tenir au plan interculturel, pose des questions de laïcité et d'accueil des migrants au Maroc avant de lui confirmer, ce qu'elle n'a pas fait pour le moment,
son adhésion. Elle a lancé une étude d'impact de l'adhésion du Maroc avec des experts de la CEDEAO. Et on voit par exemple surgir le problème de la laïcité, c'est-à-dire que il existe un protocole fondamental de la CEDEAO qui la garantit. Or, le statut constitutionnel du roi du Maroc est le commandeur des croyants, ce qui d'ailleurs est reconnu dans un pays comme le Sénégal, pas officiellement bien sûr, mais je dirais assez couramment dans la population. Donc, c'est un premier problème. Et puis, la CEDEAO prévoit, ce qu'elle ne pratique pas encore toujours, la liberté de circulation, la liberté d'établissement et la liberté du travail pour les personnes de ces États membres. Et ça pose notamment un problème au Maroc en matière de migration. Le Maroc connaît une très forte pression migratoire de l'Afrique subsaharienne. Il a bien sûr, dans sa diplomatie vers l'Afrique, assoupli beaucoup ses positions migratoires. Par exemple, il a régularisé 30 000 migrants africains sur son sol dans la seule année 2014. Mais il subit des fortes pressions sociales de sa propre population, qui connaît un chômage des jeunes Marocains de plus de 30%. Donc vous imaginez les tensions que la présence de l'immigration subsaharienne peut entraîner aussi au Maroc même. Alors, par rapport à toutes ces initiatives marocaines, on a parfois un peu du mal à situer le royaume dans une diplomatie multipolaire. Il est État associé de statut avancé avec l'Union européenne, mais il est membre de plein droit de l'Union africaine. Il est membre de l'Organisation internationale de la francophonie, mais il est membre aussi de la Ligue arabe. Il est membre enfin de la communauté des États sahélo-sahariens, qui est une autre organisation sous-régionale du Sahel. Il est membre de l'Union du Maghreb arabe, même si cette union ne marche guère. Alors, arabe, africain, europhile, arabophone, francophone, où est le Maroc? Il a un peu de tout ça à la fois. Et cela correspond à un tournant conceptuel qui semble s'amorcer, qui tend à ne plus faire de différence entre l'Afrique du Nord, pourrait-on dire, arabo-musulmane, et l'Afrique noire, pourrait-on dire, subsaharienne. Ça devient une question politique, notamment relayée par l'Agence française de développement, qui correspond au souci très fort des Africains d'une nouvelle intégration, peut-être pas dans l'esprit du panafricanisme des années 1960, avec Nkrumah et Cheikh Anta Diop sur le plan intellectuel, mais davantage dans une stratégie économique qui demande plus d'intégration avec des infrastructures transsahariennes pour réussir à préserver l'indépendance et le développement endogène auxquels sont extrêmement attachés les Africains, ce qui suppose, par une plus forte intégration continentale, ou ce qui permet de freiner les convoitises extérieures, qu'elles soient traditionnelles occidentales ou qu'elles soient des grands émergents comme la Chine, l'Inde, le Brésil ou la Turquie. Donc, les investissements du Maroc en Afrique de l'Ouest, qui sont une forme d'intégration continentale, vont peut-être dans un sens politique qui me semble d'actualité, et en tout cas sur lequel la coopération française s'interroge actuellement. Merci beaucoup.
Merci Benoît pour cet exposé très riche. Je vais poser une question à chacun de nos intervenants et puis on aura peut-être 1 à 2 minutes simplement pour partager. Mais dans le prolongement de ce que Benoît a évoqué, Patoum, j'ai une question à te poser. C'est Benoît a évoqué la communauté de valeurs, l'importance de la relation, la réciprocité, la présence physique. Pourquoi vous avez baptisé votre produit, votre service Tontine? Alors, mon produit en l'occurrence, Tontine, c'est un exemple, hein, c'est pas un produit qu'on a développé nous, hein, c'est une start-up qui existe par ailleurs. Du coup, par rapport à la question, je me permets juste de rebondir, c'est plus sur le sujet sur la collaboration, notamment. Je rejoins en tout cas ce qui a été énoncé sur les pratiques managériales. C'est vrai que quand nous on a travaillé avec notamment un grand groupe dans le secteur agroalimentaire, ils étaient étonnés de la manière de travailler, où il y a une forme de laxisme entre guillemets pour eux, par exemple, dans notre manière d'animer la communauté sur place. Et c'est vrai que notre connaissance entre guillemets de temps différents, de processus différents et avec des temps d'incubation peut-être ou de façon de travailler un petit peu différentes, nous a permis justement effectivement de faire évoluer aussi le grand groupe dans sa perception hein, de comment on manage entre guillemets des équipes aussi à distance. J'en profite de faire le lien par rapport à ce qui vient juste d'être dit. Je te posais cette question parce que Benoît et Val, d'un certain nombre d'auteurs, insistent sur cette notion de tontine des champs, tontine financière, l'importance du lien. Et je te repose une question à continuité. Est-ce que tu penses qu'il y a l'existence d'un modèle de management africain qui serait ordonné autour d'un certain nombre de pratiques ou de valeurs véritablement communes? J'avoue que j'ai pas du tout le recul nécessaire là pour pouvoir dire effectivement à travers différents secteurs, etc. Et puis j'ai beaucoup travaillé plutôt pour l'Afrique francophone, donc après on a aussi il y a forcément d'autres, notamment le Maghreb. J'ai pas spécifiquement travaillé non plus dessus, mais je pense que étrangement c'est plus une histoire de cycle, c'est-à-dire que pour moi c'est un management qui était très peu enclin à intégrer notamment la notion les processus créatifs dans le travail, et qui donc silotait, mettait des cycles courts d'action et de décision, attendait des rétroactions, donc des boucles de rétroaction à partir sans laisser le temps justement potentiellement parfois à l'action de se faire. Et donc je pense que peut-être ce management peut-être africain entre guillemets, s'il existe, on va laisser plus de temps, plus d'incubation, où on va peut-être être moins dans l'exigence de résultats, mais peut-être plus de moyens. Mais en fait, c'est ce qu'on demande aujourd'hui au management ici en Occident. Donc en fait, je ne pense pas qu'il y ait un management africain. Je pense que globalement, c'est plus que les deux territoires s'enrichissent pour faire évoluer globalement le management. Parce que j'ai été sensible à ce que tu évoquais sur l'éloge de la lenteur. Je reprends ton expression. Cette circularité, l'économie informelle. Benoît, je te pose la même question. Est-ce qu'on peut prendre au sérieux l'existence d'un modèle de management continental africain ? En citant tout à l'heure Eval Moutabazi, j'adhère pour une assez large part à ce caractère commun. Je pense quand même qu'il ne faut pas se dissimuler les différences. L'Afrique du Nord a sa propre histoire, le Maroc en particulier a sa propre histoire très, très longue. Et puis il y a une autre différence, me semble-t-il, entre l'Afrique caravanière du Sahel et l'Afrique gérant la forêt en Afrique centrale. Ça n'induit pas forcément les mêmes comportements, les mêmes relations à la nature, les mêmes relations à l'espace, les mêmes relations au temps. Et puis enfin, il y a quand même aussi une différence qui est d'ordre religieux, parce que la spiritualité influence énormément la culture. S'il y a une très grande communauté, je dirais, de solidarité musulmane entre le Maroc et le Sénégal, par exemple,
ou entre le Maroc et le Mali. J'ai oublié de dire que beaucoup d'imams maliens, guinéens, même ivoiriens, se font former à l'Institut Mohamed VI à Rabat, à la fonction d'imama. Bon. En revanche, les Sénégalais n'y vont pas parce qu'ils sont bien trop fiers de leur marabout et leur khalife, des confréries, et qui n'estiment qu'ils n'ont pas besoin de se faire former par les Marocains. Donc on y revient, c'est nous qui avons réislamisé le Maroc il y a 1000 ans. Mais je m'égare un petit peu en disant ça. Ce que je voulais dire, c'est que entre le monde musulman et le monde chrétien, qui existe aussi, qui est important en Afrique, et notamment en Afrique centrale, il reste une différence, avec en particularité le fait que l'islam exclut catégoriquement ce qu'il appelle l'idolâtrie. Et le christianisme est peut-être moins sévère à cet égard. Alors, des deux côtés, dans l'islam africain ou le christianisme africain, il y a toujours une persistance de rites traditionnels, et en particulier les rites de deuil, qui ont une importance absolument considérable, avec le soin qui doit être apporté à satisfaire les esprits des ancêtres. Ça vous donne, en Afrique centrale, 15 jours d'interruption d'un salarié au travail. Bon. Il y a quand même là quelques petites différences, dans le sens où les chrétiens africains restent peut-être plus facilement dans un certain syncrétisme avec des traditions spirituelles que les musulmans. Ça existe aussi chez les musulmans africains, mais leurs prédicateurs auront plutôt tendance à lutter contre ce syncrétisme dans l'esprit que je vous disais tout à l'heure. Oui, merci pour ta réponse, mais tu as évoqué une fraternité religieuse, touristique, commerciale, et certainement qui vit sur d'autres dimensions. Ce pays, le Maroc, tu l'as qualifié d'africain, d'arabe, d'europhile, et puis tu as ajouté les qualificatifs. Au final, si on devait nommer le phénomène, est-ce que tu parlerais d'hybridation culturelle? Est-ce que tu parlerais de syncrétisme? Est-ce que tu parlerais de métissage? Quand on est comme ça entre plusieurs pôles de valeurs, d'identification, quel serait le mot à trouver qui caractériserait cette posture du Maroc, et particulièrement peut-être dans une pratique managériale peut-être innovante ou un peu nouvelle? Je dirais d'abord que le Maroc a une culture interne qui est extrêmement forte. Ça, c'est relativement incontestable. Il connaît bien son histoire, il en est fier. Et un Marocain se sent profondément attaché à cette culture historique. Bon. Donc là, en interne, l'identité est très très forte, elle est d'abord marocaine. Vis-à-vis de l'externe, c'est plus difficile à dire. Bon, aujourd'hui, le tournant est vers l'Afrique, mais il faut reconnaître que les échanges commerciaux du Maroc avec l'Afrique subsaharienne, malgré tous les investissements en cours, ne représentent pas grand-chose aujourd'hui par rapport aux échanges commerciaux avec l'Europe, par exemple. Donc, on est peut-être à un tournant. Je pense que ce sens de l'intégration africaine va être porteur. C'est en partie par dépit vis-à-vis de l'Union européenne que le Maroc investit l'Afrique. Pour lui, c'est un nouveau champ à défricher, dont Luc a dit qu'il avait un énorme potentiel. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Plus d'1 milliard d'habitants aujourd'hui, 2 milliards d'habitants en 2050. Donc c'est aussi des marchés colossaux. Mais oui, c'est sûr que le tournant est pris. Est-ce qu'il sera majoritaire? J'en sais rien. Merci beaucoup. Hybridation, métissage, syncrétisme. Je me tourne vers toi, Luc, parce qu'il y a quelques minutes, tu as évoqué cette apparence extérieure et puis cette vie intérieure. Tu parles dans tes travaux de stratégie identitaire et tu as évoqué la diaspora africaine. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, par rapport à la diaspora africaine, moi j'ai connu l'Afrique grâce à la diaspora africaine. Et je pense, quand je vous ai parlé tout à l'heure de rayonnement de l'Afrique via la diaspora, pour 2 ou 3 raisons, pour moi, c'est le fait de pouvoir bouger, le fait de pouvoir aller d'un pays à l'autre. Je crois beaucoup à la transformation de l'identité, mais également des qualités des personnes. À la fois, le fait de partir d'un pays à l'autre vous permet d'être à la fois d'ici et là-bas et d'ailleurs.
ça vous donne aussi la possibilité de jouer et de bricoler un petit peu les choses. Et en tout cas, c'est ce que j'ai pu rencontrer, moi, en tout cas, avec les jeunes que j'ai eu la chance de côtoyer. Et je pense en particulier à une personne que j'ai beaucoup d'affection. C'était une jeune Sénégalaise et qui était vraiment brillante pour ma part, vraiment brillante. Elle avait fini son Master 2 en ressources humaines et à la fin de son Master, elle avait une grosse problématique de trouver son employabilité en France. Au-delà des couleurs, au-delà des clichés, elle a vraiment du mal. Donc elle a fait son stage avec une entreprise américaine. À l'issue de son stage dans une entreprise américaine, elle a cherché en France, elle n'a pas trouvé. Et la vie a fait qu'elle a une opportunité au Bénin. Elle est partie au Bénin. Et puis ensuite, elle est partie au Togo. Elle a travaillé pour Bolloré. Et puis aujourd'hui, elle est au Sénégal, dans un cabinet de conseil. Et pour moi, dans ce temps qu'on parle de l'Afrique également, c'est ce que j'appelle le temps long. La photo, vous l'avez vue, c'était en 2007. Et c'est son retour d'expérience aujourd'hui en 2017. Et j'ai beaucoup une conviction dans cette diaspora, dans la mesure où je pense qu'elle est très bien formée aujourd'hui, qu'elle est éduquée dans le sens où elle est à la fois sur les racines et les ailes, pas dans la tradition de la modernité, mais dans un mix de tout ça. Il n'y a pas que l'un sans l'autre, il y a ça, ça, et ça, et ça, et ça. Et c'est une vraie opportunité pour ma part au niveau de la diaspora africaine. Il me reste à vous remercier et je vous propose que nous applaudissions à nouveau nos 3 intervenants. Bravo.